Donc, bienvenue à tous pour cette conférence qui est donnée aujourd'hui par Bernadette Charlier dans le cadre du cycle des conférences du RIFT. Cette conférence, elle sera intitulée pour une ingénierie de formation au service d'une interaction apprenant-environnement d'apprentissage constructif. Avant d'entrer dans le vif de la conférence, je voudrais quand même dire quelques mots parce que c'est pour moi un immense plaisir d'accueillir ici aujourd'hui Bernadette Charlier. Pour tout vous dire, la première fois que j'ai rencontré Bernadette Charlier, ça devait faire il y a un peu plus de 30 ans, en Belgique, pendant la première partie de sa carrière. Et nous avons pour point commun d'avoir toutes les deux fait la première partie de notre carrière en Belgique. Et puis la dernière fois que je l'ai rencontrée, c'était vendredi dernier, précisément, à Fribourg, pour ce qu'on appelle, alors un peu erronément, une leçon d'adieu. Vous voyez que les adieux n'ont pas duré longtemps puisque Bernadette, le mardi suivant, elle est déjà là pour enchaîner avec une conférence. Donc, mais tout ça pour vous dire qu'il y a eu entre ces deux moments une très longue et très riche carrière qui a été menée. Une première partie de carrière en Belgique où Bernadette a d'abord été enseignante avant de devenir enseignante d'enseignante, on pourrait dire les choses comme ça, avant de se lancer elle-même dans un doctorat dans ce qu'on appelait à l'époque, alors là aussi la terminologie a bien évolué, on le voit avec le titre de la conférence d'aujourd'hui, dans ce qu'on appelait à l'époque la pédagogie universitaire. Aujourd'hui, on parle d'ingénierie de formation, d'interaction apprenant-environnement, etc. Donc, les termes ont changé. Elle a enchaîné avec un doctorat. Elle a fait une première partie de carrière de chercheuse à cheval entre plusieurs universités belges, Liège, Namur, l'Université catholique de Louvain. Et puis, elle est arrivée à Fribourg en 2002, donc il y a 20 ans précisément, pour fonder le centre didactique, le centre qui était un centre de pédagogie universitaire, comme on l'appelait alors, et elle a, au fil des années, bien fait évoluer cette notion de pédagogie universitaire aussi, hein. En particulier en s'intéressant à d'autres champs, le champ des nouvelles technologies, évidemment, un incontournable, mais aussi, ce qui nous fait fort plaisir ici à Genève, le champ de la formation des adultes. Donc, cette conférence aussi, ici, c'est d'abord pour rendre un hommage à cette très longue et très riche carrière, mais c'est aussi pour une forme de remerciement. Alors, ça n'en a peut-être pas l'air, mais une forme de remerciement pour la contribution toujours très active que Bernadette a eue dans le Master européen de recherche en formation des adultes, dont l'Université de Genève est partenaire depuis déjà plusieurs années. Et l'Université de Fribourg, grâce à Bernadette, a toujours été oui, un maillon essentiel dans ce partenariat belgo-franco-suisse. Hein, la dernière fois que nous sommes allés à Fribourg, donc les Genevois avaient d'ailleurs amené la marmite à casser à Fribourg, c'était en décembre 2019, juste avant les grands basculements à distance. Et puis la dernière fois que j'ai eu le plaisir de travailler avec Bernadette dans le cadre de Sommerfa, c'était en décembre 2021, il y a un peu moins d'une année. Et là, on était encore dans cette période bousculée où Bernadette était à distance, moi en présence ici avec les étudiants, sur un séminaire, pour un séminaire thématique qui était consacré à la e-formation des adultes. Voilà, donc ça, ce sont un peu les petites histoires qui, qui permettent de vous dire à quel point je suis vraiment heureuse et à quel point c'est une richesse pour nous tous ici de pouvoir aujourd'hui encore entendre une fois Bernadette Charlier nous parler de ses nombreux travaux sur cette thématique. Voilà. Alors, merci beaucoup, Nathalie. Merci à toute l'équipe du RIFT pour cette invitation qui effectivement me fait plaisir, même si ces derniers jours ont été assez chargés, comme vous vous en doutez, en émotions, mais aussi en travail. Mais je suis très, très heureuse d'être avec vous ce soir. Alors, je vais vous proposer le titre de la conférence que je vous propose est basé sur un chapitre qui a été publié récemment dans un ouvrage qui s'appelle Adultes et formation, penser et agir autrement, qui a été dirigé par Olivier Collard-Bovy, Annie Gézégou et Françoise de Viron aux éditions Louvain. Et il y a aussi une partie qui est empruntée à un travail qu'on a réalisé avec les collègues Didier Paclin, Claire Pelletier et Géraldine Elpom de l'Université Laval dans notre réflexion sur
également la participation des apprenants à la construction des dispositifs hybrides. Alors, je vais vous proposer une conférence en 3 temps, parce que déjà, il faut comprendre un titre un peu complexe, hein, une ingénierie de formation au service d'une interaction apprenant-environnement d'apprentissage constructif. On va passer, disons, la première partie de la présentation à essayer de comprendre ce que ça veut dire, une interaction apprenant-constructive, en vous emmenant, alors peut-être pour vous, ce n'est pas un décalage, mais pour beaucoup de personnes, ça l'est, puisque les dernières années, quand on parlait justement de formation ou de qualité de formation, le leitmotiv, c'est de placer l'apprenant ou l'étudiant au centre. Moi, je vais vous inviter à décaler encore un peu le regard, parce que pour moi, au centre, ce n'est pas tellement l'apprenant, mais c'est plutôt l'interaction entre l'apprenant et ses environnements. Ça, c'est vraiment le cœur de cette présentation, où en fait, on va s'intéresser à des travaux et à des concepts et des cas théoriques qui apportent un éclairage sur justement ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire ce qui se passe dans cette interaction quand, par exemple, je suis en train de vous parler, ou vous qui êtes à distance, je vous vois encore moins, mais j'espère qu'il y a quelque chose qui se passe. Et c'est dans cette interaction, c'est cette interaction qu'on essaie de comprendre. Mais on voudrait évidemment que cette interaction, apprenant environnement au pluriel, c'est-à-dire environnement de travail, qui peuvent être des lieux d'apprentissage, environnement de loisirs aussi, bien sûr, environnement de formation, soit constructive. Et donc, c'est la première partie qu'on va partager ensemble. Alors là, il faudrait que la dia puisse avancer. Il y a un petit blocage. Tout à l'heure, ça allait. Oui, j'ai fait ça. Ah, là-dessus seulement. OK, d'accord, très bien. Merci. Alors, pour vraiment comprendre ce que veut dire une interaction constructive, je vais d'abord, puisque je travaille ce soir avec des formateurs, des personnes qui sont, disons, spécialistes dans le domaine, je vous propose de commencer par quelques fondements théoriques avant de vous présenter des illustrations. Parfois, je fais l'inverse. Ça dépend un petit peu du public avec lequel je travaille. Parce que ça me paraît important aussi de vous dire d'où viennent ces réflexions et quels sont leurs fondements. Et aussi peut-être pour justifier ce regard sur l'interaction et justifier théoriquement. Oui. Ouais, voilà, ça marche. Ah non, ça ne marche pas, toujours pas. Si, ça va. Alors, premier fondement, mais c'est quelque chose que l'on connaît bien. Je cite Vermont et Verlo parce que je vais les citer un peu plus tard. Ils ont travaillé déjà en 1999 sur cette interaction entre les étudiants et les dispositifs. Alors, à ce moment-là, on parlait de cours et même plus particulièrement même de ce que l'enseignant faisait. Mais c'est l'idée qu'on connaît tous en principe, que l'apprentissage n'est pas un processus passif, consommateur de connaissances et dirigé de l'extérieur par un environnement ou par un enseignant, mais un processus actif, constructif, autodirigé. Moi, je rajouterais aussi allo-dirigé ou dirigé à la fois par l'apprenant et par l'environnement. Deuxième élément, les activités d'apprentissage, elles ne sont pas déclenchées directement par les activités qu'on propose, que ce soit de formation, d'enseignement ou de formation d'ailleurs. Les conceptions de l'apprentissage des personnes, donc leurs modèles mentaux, comment est-ce que j'apprends, par exemple, qu'est-ce qui fait sens pour moi, a priori, dans une situation d'apprentissage, détermine ce que chaque personne, chacun d'entre vous, va comprendre parce que c'est apprendre, et va déterminer aussi la manière dont vous allez interpréter ce qui va vous être offert pour apprendre. Et donc, ces interprétations et perceptions, elles sont médiatrices de l'apprentissage et elles conduisent à des activités d'apprentissage et à des résultats. Et ça, c'est quelque chose que toutes les recherches actuelles rappellent.
Alors, je dis rappel parce que c'est nécessaire de le rappeler, même si ce sont des réflexions, des travaux déjà de plus de 20 ans ou même encore plus, parce qu'encore aujourd'hui, il y a des travaux de recherche qui s'intéressent uniquement, on va dire, à l'effet d'un environnement sur des apprenants sans tenir compte de cette variable médiatrice, de la manière dont qui sont les apprenants, comment ils interprètent ce qu'on leur propose. Pourtant, c'est fondamental parce qu'on va voir qu'on aura toujours une grande variabilité de résultats. Ça, c'est du côté des chercheurs. Et puis du côté des formateurs, ou je dirais ou des designers, des concepteurs de formation, c'est l'idée qu'on va pouvoir trouver un jour la solution qui va fonctionner pour tout le monde. Hein. On a enfin trouvé le dispositif, la dernière nouvelle technologie, comme dirait Geneviève Jacquinot, qui serait la bonne solution. Or, en fait, ça non plus, ça aussi c'est un leurre, puisqu'il y aura toujours cette interprétation par les personnes. Alors, troisième proposition, toujours théorique, fondée sur des travaux, c'est que alors, les stratégies d'enseignement ou les stratégies de formation, si on élargit, et les stratégies d'apprentissage des personnes ne sont pas toujours compatibles. Donc, il y aura des moments où ça va, où ça match, on va s'y retrouver, on va parler de congruence. Il y a des moments où ça ne va pas, et là, on va parler de friction, mais ça peut ne pas aller jusqu'à une destruction de ce que l'on apprend ou de ce que l'on a appris, ou surtout de nos stratégies d'apprentissage, de nos stratégies métacognitives, de nos stratégies d'autorégulation. Ça, c'est ce que Vermont et Verloop nomme des frictions destructives. Et puis, il peut y avoir aussi une friction, quelque chose qui ne colle pas, hein. On va voir un peu quoi, évidemment, un petit peu plus loin, entre l'apprenant et l'environnement, mais qui va être plutôt constructif parce que l'environnement ou le formateur va nous amener un pas plus loin, en nous accompagnant parfois ou alors en nous offrant plus de liberté, en nous permettant de faire des choix, d'essayer, de se développer. Là, on verra tout de suite des exemples tout à l'heure. Dernière proposition, alors qui est plus récente, je me permets de me citer, en disant, mais au fond, tout ça, effectivement, ça s'applique très bien et on va suivre ces propositions-là, mais on rajoute aujourd'hui, avec un auteur qui est aussi ancien, Perkins, en 1995, qui nous a parlé de l'individu plus, en disant, attention, la personne qui apprend, elle n'est pas, on va dire, toute seule, isolée, hors tout, hors environnement, hors contexte, hors de ses instruments qu'elle utilise, de son ordinateur, de son crayon, de son carnet de notes, etc. La personne, elle est son environnement. Et c'est ce qu'il appelle l'individu plus, en faisant aussi référence aux travaux sur la cognition distribuée. Et donc, ce que je propose, avec d'autres aussi, c'est qu'on ne considère plus l'apprenant seul dans tout ce processus qu'on va étudier, mais aussi son environnement personnel d'apprentissage. Et donc, c'est ce qu'on va aussi observer quand on va regarder ces interactions constructives entre l'apprenant et ses environnements. Juste pour terminer sur ces aspects entre guillemets théoriques, j'ai repris une figure à cette publication de Vermont et Verloop 1999, parce que ces interactions constructive, congruente, friction destructive, friction constructive, elles apparaissent en relation avec ce que l'apprenant sait faire et en relation avec la prise en charge par l'environnement, ici par l'enseignant, de l'activité d'apprentissage. Donc, on voit dans la colonne sur votre gauche le degré d'autorégulation que l'apprenant peut prendre en charge, élevé, intermédiaire ou faible, et on le croise avec le degré de prise en charge de la régulation de l'apprentissage par le formateur, donc forte, partagée ou faible. Et on voit que, par exemple, un apprenant qui aurait des compétences d'autorégulation intermédiaires va avoir une interaction congruente avec un enseignant qui lui propose une régulation partagée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un enseignant qui va lui poser des questions, mais pas seulement
pour faire avancer la connaissance, mais aussi des questions sur la manière dont, par exemple, lui va apprendre et chercher de l'information, réaliser un exercice. Et finalement, au fond, il va avoir une intervention qui va être ajustée aux compétences de l'étudiant. On peut avoir les situations de friction destructive, par exemple, que vous voyez là-bas, sur l'écran, où en fait on a un étudiant qui aurait des compétences d'autorégulation de son apprentissage faibles, et puis un environnement qui serait très ouvert. Là, on aurait une friction destructive. Et donc, par exemple, quand on offre des environnements d'apprentissage très ouverts, comme certains MOOC, les MOOC connectivistes, pour certains apprenants, ça ne pouvait absolument pas fonctionner. Juste pour vous dire, des solutions qui seraient adaptées à tous. Par contre, pour des apprenants qui auraient un haut niveau de compétences d'autorégulation, on aurait de la confluence, et puis pour les intermédiaires, ça leur permettrait, je dirais, d'aller un petit peu plus loin. Donc ça, c'est un petit peu le principe de ce que Vermont et Verloof avaient mis en évidence. Alors, quand même, quelques illustrations, parce que tout ça, c'est un peu théorique, ça peut paraître indigeste. À quoi ça peut ressembler dans la réalité, ce vécu d'interaction congruente, destructive, friction destructive ou friction constructive dans la réalité, le vécu de l'apprentissage d'apprenant. Alors, pour pouvoir vous l'illustrer, je vous partage le résultat d'une recherche qu'on a fait récemment pendant la situation de Covid, avec l'équipe dont vous voyez les noms ici sur la DIA, donc Joris Felder, Laura Molteni et Katharina Baran. Donc, on a eu quelques publications là-dessus. Et en fait, on l'a fait, cette enquête, pendant Covid, parce qu'effectivement, on voulait comprendre. On était devant une situation, alors, complètement inédite, mais absolument remarquable pour des chercheurs, parce que les étudiants du primaire, du secondaire, de l'université, les enfants jusqu'aux étudiants étaient confrontés tous à des nouveaux environnements. Donc, dans une continuité pédagogique, on pouvait, au fond, quelque part, avoir un mini-laboratoire pour voir qu'est-ce qui se passe dans cette interaction avec ces environnements proposés, alors dans l'urgence, par leurs enseignants, par leurs professeurs. Et donc, on a choisi d'interroger 5 étudiants du primaire, 5 du secondaire 1, 4 du secondaire 2 et 5 de l'université. On a fait des entretiens d'explicitation où on leur a demandé en fait de choisir une activité qui est vraiment très illustrative de leur manière d'apprendre avant Covid et pendant Covid. Et dans la même matière, donc le même type d'activité, mais avant et pendant le Covid. Et puis, on a essayé d'analyser les transformations de leur pratique d'apprentissage en partant d'une modélisation de leur environnement personnel d'apprentissage. Donc, pas seulement ce qu'ils apprennent, comment ils apprennent, mais aussi avec quels instruments ils apprennent et avec qui, en termes sociaux. Donc, et je vous montrerai rapidement tout à l'heure comment on a fait cette modélisation. Et puis, en faisant ça, on essaie de répondre à 2 questions. Quelles transformations sont observables au niveau des composants de l'environnement personnel d'apprentissage? Donc, qu'est-ce qui se passe vraiment dans ces environnements? Et comment comprendre ces transformations en allant chercher des informations chez qui ils sont, en référence à notre petit cadre théorique de tout à l'heure, mais aussi des informations sur la manière dont ils voient les environnements qui leur sont proposés. Alors, premier partage d'expérience, c'est Ophélie, qui est dans un cours d'éducation à l'université. Et voici ce qu'elle nous partage pendant la situation Covid. Donc ça, je vous laisse un petit peu regarder, enfin lire plutôt. Donc, elle reconnaît vraiment un apprentissage et un environnement dans lequel il y a beaucoup d'interactions qui lui correspond bien. On va d'ailleurs le revoir encore un peu plus loin. Il y a juste un aspect de ce qui est proposé par la professeure, ce sont les leçons Moodle
Ce sont en fait dans Moodle, donc qui est une plateforme un LMS, un Learning Management System, qui permet d'organiser les cours et surtout le matériel, certaines activités. Il y a une petite application qui permet de proposer aux étudiants de réaliser une activité après l'autre, avec des exercices, des questions, QCM, etc. Là, ça lui convient moins bien, et elle le dit, mais malgré tout, dans l'ensemble, on peut dire qu'elle reconnaît, au fond, un cours dans lequel elle va pouvoir interagir, dans lequel elle va pouvoir apprendre. D'ailleurs, on le voit quand on essaye de comprendre cette représentation qu'elle a de ce que la professeure lui propose. On utilise là un autre outil qui a été développé dans une autre recherche qui permet de caractériser ces environnements. Et en fait, elle décrit le dispositif, le cours, comme sa prof le fait. Donc, on a exactement la même description. On a avant Covid un cours dans lequel il y avait déjà des activités en présence et à distance, pas mal de médiatisation, notamment des vidéos, la possibilité d'interagir sur le forum et une certaine ouverture parce que la professeure faisait intervenir des expertes de l'extérieur. Et puis pendant le Covid, il y a même un développement de ce dispositif complètement à distance, où la professeure remplace les activités en présence par des activités synchrones. Elle met encore plus de médiatisation, plus d'efforts avec les vidéos et ces fameuses leçons Moodle. Toujours cette ouverture, il y a des experts qui sont invités même à distance. Il y a un accompagnement humain qui est plus développé avec une présence, des réponses aux questions individuelles des personnes. Ophélie, je disais, qui est-elle pour pouvoir voir, on va dire quelque part, la même chose que sa professeure et être centrée sur son apprentissage. Elle se dit hyper enthousiaste et positive de base. Elle a une expérience, ce que j'appelle moi une pratique de référence, avec laquelle elle va faire des liens. Et donc, elle travaille dans une institution qui concerne l'enseignement qu'elle suit, la formation qu'elle suit, et elle est consciente d'avoir la chance d'avoir cette professeure qui s'est beaucoup investie dans son cours. Et puis, elle dit qu'elle apprend par les réflexions, les commentaires des autres, ce qui est proposé par sa professeure. Donc, on est bien dans une interaction congruente. Au passage, c'est à l'université et seulement à l'université qu'on a trouvé des interactions congruentes. Si on regarde le point de vue d'un autre étudiant, alors celui-ci, James, j'ai toujours envie de faire deviner, mais en fait, c'est un étudiant qui est dans le même cours. Et regardez ce qu'il dit à propos de ce cours. Donc, il se dit moins impliqué et puis il est centré sur la réception, en fait, des présentations théoriques, par exemple. Nous, on va reconnaître un étudiant qui est plutôt centré sur ce qu'on appelle l'enseignement, donc l'enseignement comme un lieu de transmission et d'acquisition de connaissances. On le voit dans la perception du dispositif, où il voit un dispositif qui n'est pas du tout celui décrit par sa professeure, qui est ce qu'on appelle un type centré enseignement, un type de cours centré enseignement, avec la centration sur la transmission des connaissances oralement par l'enseignante ou par un expert qui vient de l'extérieur. Et puis, pendant le Covid, il reconnaît quand même les activités synchrones et asynchrones et l'usage que la professeure fait de Moodle, mais comme gestion, en fait, gestion des activités, de l'agenda et la transmission d'informations et gestion de certaines interactions. Mais il voit beaucoup moins, on va dire, les autres, par exemple, les aspects d'activité sociale que Ophélie, d'interaction sociale, pardon, que Ophélie avait reconnu. Donc, qui est James pour voir ceci? Il se montre surtout intéressé par la réussite des épreuves. Donc, lorsqu'il dit ça semblait des notes à prendre, je pense que c'est aussi une matière d'évaluation. Elle pourrait nous demander ça à l'examen. Donc, et il semble focaliser sur ce qui est donné par l'enseignante sans aller plus loin. Il emmagasine la matière pour ensuite la mémoriser pour l'examen. Et donc, il reconnaît avoir été moins impliqué et passer les vidéos plus rapidement, par exemple, en étant moins attentif. Et donc, on est dans le cas d'une friction destructive
où il y a vraiment presque une sorte d'un peu de fermeture de l'environnement personnel de James, même s'il était déjà centré enseignement, il l'est toujours, mais il est encore plus focalisé uniquement sur cette transmission d'informations et ne bénéficie pas des autres offres proposées par la professeure. Ça, c'est les deux cas dans un même cours. Alors, c'est intéressant parce que ça permet vraiment d'envisager le contraste, un contraste quand même important entre deux étudiants. Au passage, si ça vous intéresse d'aller voir les détails, les modèles, le rapport complet se trouve sur le site de la didactique universitaire à Fribourg, ce rapport Transtedt. Et puis maintenant, je voudrais quand même vous proposer, alors c'est dans un autre cours, mais un cas d'interaction constructive pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Et là, c'est le cas d'Alice. Donc, on est dans secondaire 2, là, avec donc une étudiante un petit peu plus jeune. Dans le cadre d'un cours de mathématiques, c'est elle qui l'a choisi. Elle nous dit qu'elle n'est pas très compétente en mathématiques, mais qu'elle est motivée à s'améliorer, qu'elle est engagée dans la réalisation des exercices et dans la participation en classe. Elle se présente comme une personne organisée. Et puis, après le collège, pardon, il y a une faute là, elle veut étudier le droit à l'université. Alors, comment est-ce qu'elle voit le dispositif proposé par son enseignant? On n'a pas le point de vue de l'enseignant parce qu'on n'avait pas accès à ces données, on n'avait pas l'autorisation d'interroger les enseignants pendant la situation de Covid, les enseignants du secondaire. Et donc, elle voit avant le Covid, avant le passage à distance, un cours quand même on va dire, qui semble lui convenir pour soutenir son apprentissage, avec une explication de la théorie par l'enseignant, des exercices en autonomie, des corrections en plénière, mais assez interactives, avec beaucoup d'interactions en classe. Et puis, pendant le Covid, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, c'était le premier confinement. Et les enseignants du secondaire dans le canton de Fribourg, secondaire 2, n'avaient pas accès à des visioconférences ou à autre chose. Donc, la seule chose que ce professeur a pu faire, c'est communiquer le programme et surtout les exercices par mail aux étudiants avec des corrigés écrits, donc simplement les autocorrections. Et il n'y avait pas de rencontre en visioconférence, simplement la possibilité, quand l'étudiant n'a pas compris, de poser des questions. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, Alice, dans ce cas-là? Je vous ai dit que c'était une interaction constructive. Ça veut dire que Alice, au départ, a des compétences élevées en termes d'autorégulation. Elle est dans un environnement finalement très peu contrôlé, dans lequel il y a peu d'interaction. Et elle va s'organiser elle-même, en fait. Elle va organiser son agenda pour pouvoir faire les activités de mathématiques au moment où c'est normalement prévu. Donc, dans la semaine, au lieu d'être à l'école, participer au cours, elle fait chez elle, on va dire, le cours de mathématiques. Et donc, elle gère ses tâches et son agenda. Elle réorganise son matériel en numérisant, donc en ayant des dossiers par thématique en mathématiques. Et puis, elle s'adresse à l'enseignant par mail uniquement en cas de blocage, mais elle se trouve un ami doué en mathématiques avec qui elle va pouvoir revoir certains exercices en visioconférence et elle reprend même en autonomie un chapitre en géométrie qu'elle avait vu et qu'elle veut revoir, donc de manière libre, puisque ce n'était pas demandé par l'enseignant. On est dans le cadre d'une friction constructive, donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, avec le développement de compétences d'autorégulation, développement aussi d'apprentissage et même l'apprentissage de nouveaux outils, notamment pour interagir à distance. Alors, juste pour vous montrer à quoi ça peut ressembler avec la modélisation des environnements personnels d'apprentissage, on voit notamment, par exemple, le schème ici. On a chaque fois une représentation quand la personne nous parle de son apprentissage. On commence par représenter ce qu'on appelle le schème d'apprentissage, donc ce qu'elle nous dit qu'elle fait. Ici, je prends, par exemple, je fais des conférences avec un ami pour faire des exercices ensemble. Et puis, on associe avec une taxonomie qui décrit les traitements cognitifs. On a la stratégie ici cognitive, s'assurer de faire juste. Et puis, on a une valeur, donc il y a un idéal qu'elle voudrait dépasser. Elle n'est pas forte en maths, elle voudrait tout de même réussir. Il y a un outil technique qu'elle utilise, c'est Zoom.
et elle va entrer en relation avec un ami doué en mathématiques. Donc, on le représente par ces formes de cartes sémantiques. Alors, cette interaction constructive dont je vous ai parlé, juste toujours pour rester dans un cadre à la fois théorique, mais qui montre que plusieurs auteurs ont travaillé sur cette vision-là. Il y a un autre auteur qui a beaucoup travaillé en pédagogie universitaire qui s'appelle Biggs et qui parle de constructive alignment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, donc c'était déjà en 1996, il considérait dans une perspective constructiviste qu'il était très important que les étudiants se représentent ce que le professeur ou le formateur ou l'enseignant propose, donc les objectifs, les activités, les matières d'évaluation, comme ayant du sens, comme étant cohérentes. Mais c'est sa perception à lui, c'est pour ça qu'on parle de constructive alignment. Souvent, les personnes interprètent mal le concept en considérant que c'est le formateur qui doit montrer. Bien sûr, le formateur doit montrer ce sens-là, mais en fait, ce qui compte, c'est que c'est l'étudiant qui le voit. Donc, c'est l'aspect constructif. Alors, Entwistle, dans la même perspective, va parler de congruence et il va même distinguer différents types de congruence en termes avec des détails plus importants au niveau des objectifs, des activités, de certains types d'interactions avec l'enseignant, des modalités d'évaluation, etc. On l'a dit, Vermont et Verloop utilisent ces concepts d'interaction congruente, de friction constructive ou destructive. Plutôt, bon, moi j'avais parlé avec Jean Nizet, Denise Van Damme dans notre ouvrage Le voyage au pays de la formation des adultes. Moi j'avais utilisé la métaphore de l'apprenant chef d'orchestre, un petit peu plutôt une métaphore en disant c'est l'étudiant qui, tel un chef d'orchestre, va jouer des ressources et des instruments qui sont à sa disposition. Ou avec Dominique Lagasse, quand on a essayé de comprendre qu'est-ce qui se passait chez les étudiants de première année qui réussissent. Et là, on a, à part une analyse assez clinique que Dominique avait réalisée, identifié qu'il y avait une forme de scénario personnel de l'apprenant qui allait même un petit peu plus loin que ce qu'on a vu là avec la conception de l'apprentissage ou l'approche d'apprentissage, la perception de l'environnement. On allait plus loin dans l'histoire de vie et le projet de l'apprenant. On est toujours dans cette perspective que c'est dans la manière d'utiliser, d'interpréter, d'interagir avec l'environnement qui va compter. Et pour citer une auteure qui est bien connue en formation d'adultes, Fernagou Houdet, elle va vraiment aussi considérer cette interaction avec l'environnement, mais cette fois-ci avec l'environnement de travail, en indiquant, on va dire, comme facteur qui va favoriser la capacité, cette perception d'apprendre et de possibilités d'apprendre dans l'environnement. Et nous parlons de développement de l'environnement personnel d'apprentissage dans l'interaction avec l'environnement. Alors, je vous propose pour terminer cette première partie, au fond, une forme de vision de cette interaction apprenant-environnement constructive. Peut-être dans ce premier paragraphe, ce qui est important, c'est bien sûr qu'on s'intéresse à l'interaction apprenant-environnement, mais c'est cette notion de responsabilité partagée. Très souvent, encore aujourd'hui, en formation d'adultes ou en formation en général, on va considérer que c'est l'apprenant qui est responsable de sa réussite. C'est lui qui va faire des choix, c'est lui qui doit être actif, c'est lui qui doit agir. Ici, on va essayer, en envisageant cette interaction, de regarder quelle est la responsabilité. On ne la comprend pas toujours, mais quelle est la responsabilité de l'apprenant, mais de voir aussi la responsabilité de l'environnement ou notre responsabilité comme formateur. Alors, le caractère constructif de cette interaction, ce qui est important, peut-être je ne l'ai pas assez dit parce que j'ai donné quelques indicateurs possibles, augmentation des compétences d'autorégulation, évolution de l'apprentissage de la personne, c'est aussi reconnaître que quand il y a interaction, il y a émergence. On ne peut pas tout prévoir à l'avance. Donc, quand on rencontre quelqu'un ou quand on arrive quelque part,
on ne sait jamais. Enfin, on a un dispositif quand même qui cadre, et si on a 4 murs, on a un matériel, on a des gens, etc. Il y a une organisation. Mais bon, je pense qu'il y a eu des surprises aux conférences précédentes, donc il y a d'émergence. Et puis, à travers vos réactions, etc. Donc, il va y avoir, même si c'est très cadré, il y a de l'émergence, et on va essayer de la reconnaître et de la nommer et de la rendre visible, et notamment à travers ces environnements personnels d'apprentissage. Et puis, au fond, on arrive au type de résultat qu'on attend. Donc, c'est une interaction qui mène à des apprentissages en profondeur et à leur mobilisation dans le développement du sujet, autrement dit, dans ce que Étienne Bourgeois appelle le processus de subjectivation, c'est-à-dire qu'on souhaite réellement un apprentissage en profondeur qui va permettre de soutenir le projet de la personne et, au fond, de participer à son développement comme personne, à son développement comme sujet. Alors voilà pour la première partie concernant cette clarification sur l'interaction constructive. Et je vous propose un petit moment de pause, de respiration, peut-être pour vous adresser à vos collègues à gauche, à droite ou derrière vous, simplement pour voir si vous avez des questions de compréhension, des questions de clarification, et bien sûr aussi à distance dans le chat pour respirer. Puis comme ça me permet de voir aussi où j'en suis au niveau timing. 18. Comment? On a encore 50 minutes. Au total, avec la... Okay. D'accord. Allez-y. Le concept d'environnement personnel d'apprentissage. Oui, oui. Vous pouvez juste détailler ce que vous mettez dedans, par les matériels, mais aussi les personnes, les acteurs. Oui, alors en fait, l'environnement personnel d'apprentissage, il y a vraiment plusieurs manières de le théoriser, on va dire. Et nous, on adopte une perception, on va dire, plutôt subjective de l'environnement personnel d'apprentissage, donc centré sur le sujet, tel qu'il construit, on va dire, son environnement. Donc, ça inclut à la fois ses stratégies d'apprentissage, donc ses stratégies de régulation et ses stratégies métacognitives. Ça inclut aussi les personnes qu'il va mobiliser éventuellement, hein, donc on va parler plutôt de ressources humaines. Ça inclut aussi les instruments, donc les instruments en termes de par exemple, technologie, mais outils, et pas seulement les technologies, ça peut être un livre, hein, qu'il va utiliser, mais dans un but de soutenir son projet. C'est pour ça qu'on utilise le mot d'instrument et pas le terme outil, par exemple, parce que ça suppose, si un instrument est dans l'EPA, ça veut dire qu'il est considéré par la personne comme un outil qui va lui servir dans la réalisation de son projet. Donc ça, ce sont tous les éléments que l'on reprend quand on fait la modélisation de l'environnement personnel d'apprentissage, plus l'aspect intentionnel dans ce qu'on a appelé ce schème d'apprentissage. Et donc, en travaillant sur l'environnement personnel d'apprentissage, en modélisant comme ça, on applique plutôt la perspective instrumentale qui a été développée par Rabardel et puis ses successeurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou questions à distance? Non? Alors, merci, on va continuer. Maintenant, on va passer à la deuxième étape, qui sont ces étapes d'une ingénierie qui serait centrée sur la construction de cette interaction constructive par l'apprenant. Alors, en venant, je pensais un peu à ça parce que je vous propose vraiment la vision dans laquelle c'est l'apprenant qui va surtout être la personne qui contrôle cette interaction. Alors, peut-être vous en êtes rendu compte avec le cas d'Alice, ou même le cas d'Ophélie et de James. Quoi qu'on fasse, on le fait. C'est-à-dire, comme apprenant, on va de toute façon reconfigurer notre environnement personnel d'apprentissage. Le but ici, dans une ingénierie,
qui facilite cette interaction, c'est qu'on va soutenir cette activité-là, qu'on va la rendre visible, hein, qu'on va la soutenir. Et là, pour pouvoir envisager ces étapes, je vous propose d'utiliser le modèle ADI, qui est un modèle très connu en ingénierie, hein. Donc l'analyse, en passant par les étapes d'analyse des besoins, donc de design, de développement, d'implémentation et d'évaluation, mais du point de vue de l'apprenant. Alors ça demande un exercice un peu, je pense un peu complexe. On va commencer par l'analyse des besoins. Alors, si vous vous souvenez ou pas de ce qu'est l'analyse des besoins et de ce qu'est un besoin, moi, je me réfère à l'approche qui avait été proposée par Étienne Bourgeois il y a déjà aussi plus d'une vingtaine d'années, en considérant qu'un besoin dans le domaine de la formation, un besoin général même, c'est une tension en fait entre des représentations de ce que je vis maintenant, une représentation d'une situation idéale qui serait différente, et au fond, je me représente éventuellement, pas toujours, un projet, une action qui va me permettre de réduire la distance entre ce que je vis et ce que je souhaite vivre. Donc, ce n'est pas seulement la réponse à de quoi est-ce que vous avez besoin, quelles sont vos attentes, etc. C'est vraiment une analyse en profondeur de ce que je vis, de ce que je ressens et de ce que je souhaite pouvoir vivre, étant entendu que les personnes n'ont pas toujours cette conscience-là. Donc, cette analyse des besoins qui, normalement, doit se réaliser par nous, formateurs, concepteurs de formation, au début de tout nouveau dispositif, elle devrait pouvoir, en principe, être réalisée par l'apprenant. Et là, évidemment, c'est quelque chose qu'on ne peut pas demander raisonnablement à toutes les personnes et mettre le poids là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'on va devoir aussi trouver des moyens dans l'environnement qu'on leur met à disposition comme formateur ou concepteur pour pouvoir clarifier ces besoins. Et se rappeler que cette analyse des besoins, elle va être récurrente, elle va se répéter pendant toute la situation d'apprentissage ou toute la formation. Donc, et elle ne va pas porter uniquement sur la formation, mais aussi sur comment je suis organisée dans mon travail, dans ma famille, par exemple, pour pouvoir favoriser un certain apprentissage. Donc, avec une ouverture aussi à des solutions différentes, c'est-à-dire en pouvant se dire à un moment donné, par exemple, ce n'est pas la formation qui serait une bonne solution, mais par exemple, réorganiser mon temps de travail, ma vie, etc. Ou choisir un loisir, par exemple. Et c'est donc une responsabilité partagée, comme je vous le disais. Alors, pour pouvoir voir comment on va faire ça du point de vue alors, à la fois de l'apprenant, mais surtout aussi notre responsabilité comme concepteur, conceptrice ou formateur, formatrice, je vais vous proposer au fond 4 dimensions sur lesquelles on peut travailler en le regardant à la fois du point de vue, d'abord du côté de l'apprenant et puis du côté de ce qu'on leur offre du côté de l'environnement. Premier élément, l'agentivité. Donc l'agentivité, la possibilité d'être acteur, de décider de ce qu'on va vouloir faire et de s'engager dans cette action. Qu'est-ce qui serait le pendant au niveau de l'environnement? Ce serait au fond toutes les affordances, c'est-à-dire to afford en anglais, ça veut dire ce que l'environnement m'offre. Donc, il faudrait quelque part que ces environnements de formation ou ces formations qu'on met à disposition des personnes, elles leur montrent, elles leur ouvrent des portes en termes d'agentivité, elles montrent les opportunités d'action, mais aussi les limites, et elles se rendent un peu apprivoisables. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je prends juste un exemple, j'ai nommé Pécresse, là, 2021. Anthony Pécresse a réalisé sa thèse à l'Université de Lille en essayant de comprendre qu'est-ce qui se passait pour des apprenants qui sont engagés dans un dispositif de formation assez long, donc un dispositif de niveau master, entièrement à distance. C'est un dispositif de formation en management. Ils sont assez nombreux. Ils réalisent ça évidemment pendant leur travail. Et ce qu'ils montrent surtout, c'est un environnement très ouvert, le LOOS là en question, c'est que beaucoup des participants, un grand nombre au fond,
ont pas mal d'inventivité, ils sont très engagés, ils savent ce qu'ils veulent, mais ils vont utiliser qu'une petite partie de ce que l'environnement offre. Et par exemple, ils ne vont pas du tout travailler en collaboration alors que l'environnement leur propose des groupes, etc. Parce qu'ils sont centrés essentiellement sur la réussite, mais aussi parce qu'ils ont ce qu'on appelle une agentivité, ce que Evans appelle une agentivité limitée, c'est-à-dire soit ils ne voient pas les opportunités de l'environnement, ou ils les voient, mais ils ne les utilisent pas volontairement parce qu'ils ont d'autres priorités à côté. Donc, il va falloir, au fond, ajuster ces affordances, ces opportunités, alors peut-être progressivement, hein, donc ça c'était une proposition d'Anthony, de ne pas peut-être ouvrir totalement l'environnement au départ, de donner plus de guidance et de laisser certains choix aux apprenants en cours de route. Deuxième dimension du côté de l'apprenant, c'est l'indépendance, c'est penser agir seul, mais seul, quand on est en interaction avec un environnement, surtout les environnements technologiques, on ne l'est plus jamais, quelque part. J'entendais encore aujourd'hui avec ce qu'on racontait sur TikTok et les vidéos qui s'ajustaient à votre profil juste pour vous, eh bien, ça veut dire que de plus en plus, les offres qu'on nous fait, elles sont complètement centrées sur un profil qu'on met à disposition, hein, qu'on rend accessible à la plateforme, aux applications, et dont on est très souvent complètement inconscient. Donc, l'idée ici, c'est d'essayer du côté de l'environnement, ou en tout cas des environnements de formation, parce que pour le reste, je pense que c'est rêvé, c'est de rendre aux apprenants ce qu'on appelle la fonction d'exécution, ce que Perkins appelle la fonction d'exécution, c'est-à-dire que c'est l'apprenant qui décide ce que l'environnement lui propose. Donc, c'est une question de paramétrage, donc permettre aux personnes de paramétrer les types de choix. J'ai un collègue, juste pour concrétiser un peu, qui m'a expliqué récemment qu'il avait 3 comptes Gmail, et qu'il utilisait en fait sur Google les comptes en fonction de son état d'esprit. S'il voulait recevoir des propositions, on va dire un peu, allez, on est le soir, on a envie de se détendre, il allait sur un certain compte. S'il voulait être plus avec une proposition sérieuse, il en allait sur un autre compte, etc. Donc voilà, c'est une manière de paramétrer assez simple. Et alors, troisième dimension, la réflexivité. Donc, pouvoir effectivement être conscient de ses choix, les modifier, etc., avoir une analyse des résultats qu'on obtient. Eh bien là, je reprends la proposition de Durand et Poissac qui parle de réflexivité augmentée, c'est-à-dire de montrer à l'apprenant son parcours, ce qu'il a déjà atteint. Et là, les tableaux de bord dans les plateformes le permettent déjà et le montrent. Et puis, la dernière chose, c'est le choix du côté de l'apprenant. Donc, c'est un des facteurs de conversion chez Fernágoudet, hein, quand on veut transformer un savoir-faire en réelle capacité, parce que quelque chose, une compétence qu'on va pouvoir réaliser, mettre en œuvre, ou qu'on pouvoir imaginer mettre en œuvre, mais dans un environnement plus favorable. Et là, c'est, il faut mettre en évidence ces possibilités de choix que l'environnement offre, avec un guide éventuellement pour aider l'apprenant à faire ses choix. J'ai essayé chaque fois de vous proposer quelques illustrations quand même pour concrétiser qu'est-ce que ça veut dire dans les formations aujourd'hui. Et on entend de plus en plus souvent parler de cette approche iFlex, où c'est iFlex pour hybride et flex pour flexibilité, où c'est l'apprenant qui fait le choix. Alors, on voit ici hein, de son agenda, du fait de suivre un même cours complètement à distance ou en salle avec certains types de ressources ou en comodal, comme aujourd'hui avec une partie des personnes à distance et les autres en présence, mais avec un petit peu plus de possibilités d'interaction pour le formateur. Parce qu'ici, on a du comodal, mais je ne vous vois pas là à distance. Ça me dérange un peu. Mais bon, c'est juste pour vous dire que dans un modèle iFlex, en fait, on va enrichir la prise en charge au niveau médiatique pour vraiment permettre une présence à distance du formateur et des apprenants. On passe au design avec 3 étapes qui normalement viennent dans cette étape de l'ingénierie. C'est la fixation des objectifs, c'est la conception d'un scénario pédagogique et c'est le format médiatique. Alors, je vous ai dit, bon, c'est un peu compliqué quand on a des objectifs qui vont émerger de l'interaction, parce que normalement, alors, on ne va pas les décider à l'avance, puisque hein, ils émergent. Bon,
il va y avoir un certain nombre quand même d'intentions et d'objectifs de départ, mais aussi la possibilité de représenter ce qu'on apprend en cours de route. Je vais juste vous montrer un exemple là tout de suite. Et donc, bien sûr, ce sont ces apprentissages, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui reconnaissent l'individu plus. Je vous montre cet exemple. C'est une situation d'un technicien en radiologie qui démarre son activité dans un hôpital ici en Suisse et qui va devoir apprendre l'utilisation de certaines machines. Sur le lieu de travail, je ne vais pas vous montrer le modèle qui a été prévu par les formateurs pour ne pas être trop long, mais il y a un parcours prévu par les formateurs responsables de la radiologie dans le service radiologie qui va demander aux personnes de passer d'une machine à l'autre et puis de réaliser aussi différents types de diagnostics. Et puis là, on a la situation de quelqu'un qui s'appelle John, à qui on a donné le nom de John, qui est technicien donc, en radiologie médicale et qui est débutant, hein, donc qui vient de commencer à l'hôpital. Donc c'est un nouvel employé, encore en formation, en cours d'emploi, et il réalise donc cette expérience d'apprentissage. Je vais vous montrer un peu sur le schéma. Donc, au niveau du chef d'apprentissage principal, il nous dit « Je suis passé aux différents postes de travail prévus par mon programme de l'intégration. Entre des consultations, j'ai observé les autres personnes qui travaillaient, les autres postes, et je me suis portée volontaire pour aider à d'autres postes, donc pour travailler avec d'autres. » Donc, c'est vraiment, je veux dire, une manière d'organiser son apprentissage qui est déjà assez développé. Et puis, il nous dit aussi ce qu'il apprend, la manutention du patient au scanner, les outils de premier secours et la procédure d'appel de la réanimation s'il y a des problèmes, transférer mes compétences et connaissances de la formation pour me professionnaliser, prendre en main le patient dans l'environnement concret, comprendre et intégrer des interactions avec les personnes qui envoient les patients. Donc, il y a toute une série d'apprentissages qui réalisent. Et puis, il y a une stratégie métacognitive, donc il y a une réflexion sur son apprentissage. Ici, il nous dit, j'ai trouvé que le programme de formation était trop long, j'ai ouvert le dossier, j'ai choisi de passer à la phase suivante. J'ai pas vu grand-chose aux urgences, c'était un peu de la laborologie. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a démarré un nouveau schéma d'apprentissage. J'ai posé des questions aux envoyeurs, donc aux personnes qui m'envoient les patients, pour essayer de mieux comprendre justement certaines manipulations, ici la radio syndicale, et puis il mobilise aussi ce qu'il avait appris dans ses stages, donc d'autres pratiques dans les stages, et il va par exemple utiliser une autre technique qui l'amène au collège. Donc, on voit une modélisation, au fond, j'espère, je vous convainc que c'est un peu rapide, hein, de qu'est-ce qu'il apprend en cours de route. Et c'est une manière de représenter aussi ce qu'il a appris et ce qu'il souhaite encore apprendre en cours d'apprentissage sur le lieu de travail. Alors, j'essaie de passer à la suivante. Là, il ne veut plus. On poussant à gauche. Non, on ne perçoit pas. Ah oui, d'accord. Ah, il a ouvert la page. Ouais, d'accord. Merci. Là, j'ai ouvert le lien. Ah ouais. Okay. Voilà, super. Merci. Je n'avais pas vu ça. Alors, donc, on va percevoir la compétence autrement. Donc, l'objectif tel qu'on le définit autrement, hein, donc comme un ensemble d'instruments interreliés qui sont propres à la personne. Donc, c'est une proposition, en fait, de définir les compétences autrement qui inclut l'environnement personnel d'apprentissage. Si on passe au scénario pédagogique, là, le texte est assez long. Je voulais le laisser quand même parce que c'est une citation de 2007 où on présentait déjà le scénario comme quelque chose, on va dire, qui est vraiment interprété par l'apprenant.
Et peut-être je vais vous proposer de regarder juste la partie du milieu dans cette citation. Donc avec François-Henri Comte, je me rappelle tout son prénom, France qui est spécialiste en enseignement à distance et Madame Comte qui est spécialiste plutôt en vidéo à ce moment-là. Lorsqu'un apprenant se représente sa participation comme un moyen efficace pour atteindre son but et qu'il peut établir des relations significatives avec une pratique de référence, donc la pratique du travail d'Ophélie tout à l'heure ou notre technicien en radiologie, alors il maintient son engagement en formation, il vit une expérience d'apprentissage significative. Au contraire, lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l'apprenant peut vivre une expérience d'apprentissage plus efficiente. Donc ça, c'est l'idée que, évidemment, si l'apprenant peut participer, on va dire, au design de sa formation, on va trouver des situations plus significatives avec ces liens avec la pratique de référence. Au niveau du design, il y a aussi le choix des compétences médiatiques, des moyens médiatiques et donc la maîtrise de compétences numériques. Et là, je cite France-Henri 2022, ça vient de sortir, c'est un nouveau manuel d'ingénierie pédagogique développé par le LICEF à Montréal en enseignement à distance avec Gilbert Paquet, France-Henri et Josiane Basque. Ou le chapitre de France, justement, ce que je trouvais intéressant, alors bon, c'est une amie, mais je l'ai lu parce que c'est tout récent, elle m'en a beaucoup parlé quand elle y travaillait, elle ne parlait pas du contenu, elle parlait de la difficulté d'écrire, de relire, etc. Et puis en découvrant son chapitre, ben, qu'est-ce que je découvre? C'est qu'elle envisage vraiment les difficultés ou ce qu'il faut faire comme apprenant pour concevoir son environnement. Ben, je dis, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Et elle parle de l'importance des compétences de translittératie, notamment chez les apprenants. C'est pour ça que je vous le cite, mais aussi pour que vous ayez voir, si ça vous intéresse, évidemment, l'ensemble de l'ouvrage. Oui, ok, merci. Et puis, il y a l'importance aussi de l'engagement des outils et des environnements pour pouvoir, au fond, offrir des ressources qui vont être ouvertes. Alors, je parlais des MOOC tout à l'heure. Les MOOC traditionnels, par exemple, ne sont pas des ressources qu'on va pouvoir adapter, qu'on va pouvoir sauver, sur lesquelles on va pouvoir retravailler, par exemple. Et donc là, il y a réellement aussi, si on veut que les apprenants puissent concevoir leur EPA et utiliser les ressources offertes à disposition, aller vers les ressources éducatives ouvertes. Si on vient au niveau du développement, alors on est vraiment dans les mêmes perspectives, hein, on va dire de design avec les développeurs. On va parler de co-design ou de co-configuration, de participation des personnes. Et pour cela, au fond, quelque part, que ces équipes, ces environnements de formateurs, notre travail comme ingénieur de formation, on offre aux personnes la possibilité de participer, d'essayer des choses, de contribuer avec cette perspective, alors sur le travail des environnements capacitants, où on va permettre aux personnes, un peu comme John, hein, d'aller essayer, d'aller utiliser différentes sources pour pouvoir apprendre. Si on passe à l'implémentation, alors vous pourrez vous demander, est-ce que ça a du sens de parler d'implémentation? En fait, ça n'a pas beaucoup dans une perspective d'émergence et de participation et de construction progressive de son environnement par l'apprenant, mais ça a du sens de s'intéresser au contexte de la formation et peut-être aux politiques qui soutiennent l'apprentissage tout au long de la vie. C'est pour cela que je vous propose de regarder quelques propositions qui nous viennent de l'UNESCO pour soutenir l'apprentissage tout au long de la vie. Alors, les deux dias, je ne sais pas pourquoi elles sont inversées, donc on commence par les quatre dernières, et puis les quatre premières, elles sont à la dia suivante. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance.
Donc, une série de propositions que je trouve particulièrement pertinentes et qui se trouvent bien, on va dire, concrétisées dans ces villes apprenantes. Si vous allez voir la petite vidéo là sur YouTube qui est assez intéressante, effectivement, une vision de l'ingénierie, d'une interaction d'apprentissage constructive entre un apprenant et des environnements, s'il n'y a pas de contexte qui le soutient, ça ne peut pas marcher. Et ces propositions de l'UNESCO sont tout à fait pertinentes pour ça. Si on passe à l'évaluation, pour terminer, eh bien, bien sûr, c'est une étape un peu comme dans le cas de John, hein, qui évalue aussi ses conditions d'apprentissage, qui coexistent avec les précédentes. Et pour nous, pour les concepteurs, pour les environnements, il s'agirait de susciter l'auto-observation, l'auto-évaluation et peut-être aussi de leur apprendre à modéliser leur EPA si ce n'est pas trop rêvé. Alors, pour conclure, effectivement, je vous propose une petite synthèse des impacts pour l'ingénierie. Donc, offrir des méthodes et des instruments qui facilitent l'élucidation des besoins et la négociation des objectifs, permettre de reconnaître et d'apprivoiser les limites imposées par les environnements, fournir des artefacts accordant à l'apprenant la fonction d'exécution, fournir des artefacts qui augmentent la réflexivité, fournir des artefacts ouverts et transparents qui facilitent la participation et le développement en usage, rendre visible le support et les soutiens à l'apprentissage et à la formation, rendre visible la qualité de l'interaction entre l'apprenant et l'environnement et rendre visible les apprentissages qui émergent de cette interaction. Dernier point, avant de clore et de vous laisser la place aux questions, il faut quand même rappeler les impacts pour l'individu. Donc, pour l'apprenant, cet engagement pourrait constituer un lourd fardeau. S'il n'y est pas préparé et accompagné, le risque est grand alors de laisser de côté une grande partie d'entre nous, tant les environnements évoluent rapidement dans leur complexité et leur opacité. C'est la raison pour laquelle les efforts soutenus par de nombreux gouvernements pour soutenir le développement, notamment des compétences numériques, mais aussi pour les villes apprenantes, sont essentiels. Voilà, je vous propose d'arrêter là et de laisser la place aux questions. Vous verrez aussi quelques propositions pour les recherches et les références sont à la fin du PowerPoint.